Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission sur TV78 pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie au programme. On regarde tout de suite le sommaire de ce 9 janvier. Tout au long du mois de janvier, période traditionnelle des vœux, TV78 reçoit les maires de 50 ans en Yvelines pour parler des grands projets de l'année 2023 dans leur ville. Ce soir, focus sur la Verrière, rénovation du quartier du Bois de l'Étang, Zach Garbeccan, départ du Paris-Nice. À quoi faut-il s'attendre? Le maire de la commune, Nicolas Dainville, est notre invité. Demos revient dans les Yvelines, ce projet porté par la Cité de la Musique Philharmonie de Paris éduque les 8-12 ans à la pratique de la musique en orchestre. Ces jeunes habitent dans des quartiers politiques de la ville ou en zone rurale. Samedi, une centaine d'enfants s'est vu ainsi remettre un instrument de musique au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis le sport avec du rugby, plaisir à réaliser un très bon début de championnat, une très bonne première partie de saison en Fédéral 2, alors que le club actuel deuxième du championnat retourne sur le terrain ce dimanche après la pause des fêtes. Peut-on parler officiellement d'objectifs montés? Nous en profiterons également pour présenter la section féminine qui compte de plus en plus de licenciés. On parlera de ce sujet rugby avec nos deux invités qui sont en plateau avec nous, Sébastien Roncalli et Hugo Thaïlandier. C'est ça, Thaïlandier. Bonsoir. Donc manager de la catégorie senior au Plaisir Rugby Club et ailier dans cette équipe. Alors je le disais, reprise des matchs, la phase retour, alors qui avait déjà démarré juste avant les fêtes, mais là c'est la suite de la phase retour à partir de dimanche avec la réception de Ris-Orangis. La préparation se déroule bien, coach ? Oui, très bien. Ouais. Il y a une bonne reprise. Là, on a fait une bonne semaine la semaine dernière. Et là, ça s'annonce très bien aussi cette semaine. Ouais. Donc ça se prépare petit à petit. Tous les mecs sont prêts, ouais. Ça se passe très très bien. Ouais. Et du coup, Hugo, est-ce que vous avez été raisonnable pendant ces fêtes de fin d'année ? Oui, un petit peu, ouais, il faut. Non, c'est important de bien attaquer la saison. Et puis, on a un premier match qui est capital, donc c'est important d'être prêt, quoi. On parlera tout à l'heure de cette rencontre face à Ris-Orangis, c'est aussi des objectifs. Est-ce qu'on pourra parler de montée au début de la saison? Voilà, vous avez préféré botter en touche. On va voir si les objectifs ont changé en cette moitié de saison. Ce sera dans la page sport avec vous, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Exactement, j'essaye un peu de les travailler depuis plusieurs jours pour savoir si oui ou non il faut parler de montée. Apparemment, pour l'instant, c'est encore un peu tabou, mais on va peut-être y répondre dans quelques instants. Et sinon, au niveau du sport... Oui, parce qu'il y a eu d'autres résultats sportifs ce week-end. Exactement, il y aura la victoire de Poissy en National 2 qui s'est amusée ce week-end à domicile face à Chartres. Le score 5-1. Il y a également Trappes qui a joué ce week-end, mais Trappes qui a perdu face à Saint-Charles-Charenton, Saint-Maurice. Dans un instant, également les informations du jour avec vous, Mélanie Boquet, bonsoir. Bonsoir. Et du coup, aujourd'hui, en deux mots, c'est quoi l'actualité yvelinoise du jour? Déjà, en quelques mots, une belle année 2022 pour la fréquentation du château de Rambouillet et un petit retour sur le CES. Et donc ce sera dans un instant dans le 7-8. À suivre aussi deux invités qui viendront nous présenter le prochain concert des solistes de la Ville-Dieu. C'est ce vendredi à Trappes. Mais avant tout cela, place à vos prévisions météo de demain. Bon, c'était une journée morose et demain ce sera également le cas de la grisaille et de la pluie au programme de la journée de mardi. Le matin il fera 6 degrés dans la moitié nord du département, 5 degrés du côté de Rambouillet. Et de la pluie également dans l'après-midi. Côté température, comptez 9 degrés à Houdan et Mantes-la-Jolie, 8 degrés à Versailles et Rambouillet. Ce mardi 10 janvier, nous fêterons les Guillaume. Et on va déjà passer dans cette émission à notre partie sport. Alors ce sera dans un instant, mais avant cela, j'en parlais il y a un instant, c'est donc les informations du jour avec vous, Mélanie Poquet. On commence par une bonne nouvelle du côté de Rambouillet. Et oui, une belle fréquentation, une progression de 40% par rapport à 2019. C'est la fréquentation. Donc pour l'année 2022 au château, le Monument National a accueilli plus de 65 000 visiteurs au sein même de sa structure ou lors des événements comme le spectacle immersif Secret Défense. C'est des visiteurs à plus de 70% français et franciliens pour la plupart. On traverse l'Atlantique, 2000 exposants, dont 170 représentants de la French Tech et parmi eux des entreprises saint-quentinoises. Le CIS de Las Vegas s'est clôturé ce dimanche 8 janvier avec des technologies et innovations toujours plus surprenantes. Il y avait 3 sociétés yvelinoises, Buffet Crampon à Mantes-la-Jolie qui développe une solution pour transformer une clarinette en instrument numérique, Chocolate Chip Cookie Company, société implantée au Clé-sous-Bois qui propose une console audio interactive et sensorielle, et toujours au Clé-sous-Bois,
Xtex, excusez-moi, pour... Les noms de sociétés sont en anglais, voilà. C'est les sociétés françaises, mais pour être à l'international, elles ont des noms anglais, à l'anglaise. Et cette société, elle fabrique des outils de charge et de diagnostic de batteries de véhicules électriques. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. En 2021, la ville de Poissy mettait en place une caution pour éviter les débordements lors des célébrations de mariage. Retour en 2023, c'est un système qui va voir le jour aussi du côté de la ville de Montigny-le-Bretonneux. Alors, c'est pas encore acté, mais la discussion est ouverte puisque lors de son conseil local de prévention de la délinquance, la commune a indiqué souhaiter actualiser sa charte autour des mariages. La raison, 2 ou 3 célébrations qui ont dérapé en 2022, des cortèges jugés perturbants avec des parades bruyantes et des tirs de mortier. Et donc ça, c'est acté, le marché de Voisins-le-Bretonneux va s'agrandir. Ils cherchent des commerçants, des producteurs, des artisans. Ils veulent diversifier leur marché. Alors pour les intéressés, il y a une adresse mail à envoyer pour votre candidature. Votre.courrier@voisin78.fr. Le marché se tient tous les samedis matins de 8h à 13h sur le parking de la Poste depuis le 5 novembre dernier. Et puis si vous êtes comme moi très inquiet quand vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, que vous avez le petit 5% qui s'affiche, à Rosny-sur-Seine, il y a une solution qui a été toute trouvée. C'est possible de le recharger maintenant en plein centre-ville. La commune a installé fin novembre dernier des bancs connectés. Ils sont au nombre de 3 et ils fonctionnent à l'énergie solaire. Vous pouvez même y brancher votre vélo électrique, mais là cette fois, il ne faut juste pas oublier votre chargeur, quoi. Merci Mélanie pour toutes ces informations. Et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une information, d'un fait qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à le partager et à le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Alors je voulais anticiper, Mickaël, parce que je suis un passionné de sport. Il y avait d'abord notamment les informations du jour, mais on va faire cette partie sport un peu plus en avance par rapport à d'habitude dans cette émission. Et je le disais tout à l'heure, on parle de rugby essentiellement aujourd'hui. Oui, sur ce plateau, 2 piliers du club de rugby de plaisir pour nous parler des bonnes prestations de l'équipe senior, le manager général Sébastien Roncalli et l'ailier Hugo Taillandier. Bonsoir messieurs, rebonsoir messieurs. Alors Plaisir est actuellement 2e du championnat de Fédéral 2. Est-ce que vous attendiez un tel début de saison, Sébastien ? On l'espérait, en tout cas, dans la continuité du travail effectué sur les 5 dernières années en Fédéral 2, et notamment l'année dernière où on loupe la qualification de 2 points sur un match en retard qu'on n'a pas pu jouer. Donc voilà, on était très frustrés malgré les bons résultats et un bon enchaînement de victoires, notamment sur une grosse équipe de Nantes, où là c'était vraiment un très très bel exploit à la maison. On espérait cette année effectivement être dans les 6 et effectivement on se retrouve 2e après un beau parcours sur les matchs allés. Donc aujourd'hui oui, on espère confirmer sur les matchs retour. Ouais. Hugo, vous êtes d'accord avec votre coach ? Toujours, on est obligé. Alors, personnellement, vous ne jouez pas le week-end prochain. Bon, non, ça se passe pas comme ça, Plaisir, je vous assure. Oui, non, on est bien évidemment très content d'être 2e au classement. Maintenant, ça continue par le travail et par le sérieux de chacun, mais on est sur une bonne voie et on a la chance d'avoir un collectif qui a aussi l'envie de bien faire et de continuer cette belle aventure. Alors, il y a eu 3 défaites tout de même sur cette première partie de saison. Est-ce qu'elles vous restent au travers de la gorge ou justement, comme la première partie de saison est réussie, elles sont un peu oubliées, ces défaites, Sébastien Roncalli ? Non, elles sont très frustrantes également parce que c'est des défaites, on en a 2 de 6 points, une de 6 points, une de 5 points, une de 8 points. Donc c'est 3 matchs qu'on aurait pu accrocher. Malgré tout, ça reste très positif puisqu'il n'y a qu'un match où on ne prend pas de points, c'est au Havre. On perd de 8 points, mais c'est vrai que sur le contenu, on pouvait espérer mieux. Ouais. Laquelle vous énerve le plus, peut-être ? Courbevoie à la maison. Et est-ce que votre équipe vous surprend ou pas, Sébastien Roncalli ? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait cette possibilité d'aller chercher peut-être une montée, peut-être en fin de saison ? Non, je suis pas surpris, mais c'est vrai qu'ils confirment, quoi. Encore une fois, d'année en année, ils confirment. Là, cette année, ils sont arrivés, on a eu un nombre de 50-60 joueurs qui sont arrivés mi-août en forme. C'est des choses qui n'étaient pas forcément arrivées dans les années passées, parce que le rugby amateur, c'est pas toujours simple de faire les choses dans le bon sens à ce niveau-là. Mais là, les mecs ils sont arrivés très très en forme, ce qui explique aussi certainement ce bon début. Et comment vous expliquez justement ce changement de mentalité, peut-être, qui est encore plus professionnel, si je peux dire, au sein du rugby club de je pense que c'est l'envie de bien faire, et puis en fait on a aussi un staff qui s'entend bien, et ça on le ressent aussi en tant que joueur.
Et je pense que c'est important aussi d'avoir la confiance et être dans l'échange. Et en fait, les choses se font très naturellement parce que quand on a de la confiance, quand on peut dialoguer et quand on peut discuter de plein de choses, que ce soit sur le terrain ou en dehors de terrain, le résultat, ça se ressent. Et c'est important pour ce qui se passe le dimanche, tout simplement. Le groupe vit bien? Le groupe vit très très bien. Il y a un bon mélange entre les anciens, les nouveaux aussi. Exactement. Ouais. Ça, c'est aussi ce qu'on en parlait avec Sébastien. Il y a un mélange qui se fait, et puis il y a des générations qui arrivent, et tout le monde est accepté, et ça, c'est aussi hyper important. Ouais. C'est ça aussi qui fait la force de votre groupe aujourd'hui? Oui, tout à fait. Et puis on a eu aussi l'apport tous les ans de 1, 2, 3 joueurs qui nous ont rejoints de l'extérieur et qui ont été totalement dans l'esprit du club et qui sont parfaitement intégrés et qui permettent aujourd'hui d'avoir, comme disait Hugo, un groupe homogène de garçons qui sont tous tournés vers le même objectif. Et on a, au-delà des résultats de l'équipe première, on a aussi une équipe B qui tourne très très bien. Et c'est pour ça qu'on a une concurrence saine et un très bel état d'esprit. Donc tout va dans le bon sens. Ouais. Et sur quoi vous devez travailler, du coup, coach ? Bon, on a toujours des tas de choses à travailler. Dans notre sport, on a tellement de domaines de travail. Et encore une fois, nous, dans le sport amateur... Vous faites beaucoup d'analyses vidéo. On a aussi, très peu de temps, effectivement. Et justement, par rapport à ce travail-là vidéo, nous, on n'est pas sur des possibilités de voir nos gars tous les jours. Donc voilà, c'est un travail... constant, permanent, et voilà, on arrive à trouver des petits moments où on peut échanger avec les joueurs sur ce sujet. Ouais. En début de saison, on était venu vous voir à l'occasion du derby de cette Fédérale 2 face à Versailles. Il y avait une belle victoire. À l'époque, voilà, vous nous disiez que l'objectif c'était d'atteindre au moins les phases finales pour cette saison. Est-ce qu'on peut parler d'objectif monté ou l'objectif reste inchangé, c'est déjà de valider votre place dans ces phases finales? Non, en premier lieu, ouais, c'est effectivement valider notre place dans les phases finales, puisqu'en Fédéral 2, on l'a jamais connu, donc ça c'est le premier gros objectif. Mais effectivement, là, j'ai envie de vous dire, l'appétit vient en mangeant. Donc là, c'est plus tabou aujourd'hui de parler de montée? Non, là on en parle forcément, ouais, on prépare l'avenir, parce que si ça doit arriver, il faut être prêt pour cet événement. Ouais. C'est une motivation pour les joueurs, cette possible montée, Hugo? Bien sûr, c'est une grosse motivation. Quand on parlait pas de montée il y a 2-3 ans, et puis on se rend compte qu'on est quand même maintenant à un statut où on est attendu. Quand on vient un peu se frotter un peu à plaisir à domicile, c'est jamais simple. On entend de plus en plus, plaisir, ça fait des beaux résultats. Et oui, ce serait magnifique, même au-delà de ça, sportivement, pour un groupe, c'est quelque chose de beau. Et puis si on peut réussir, pourquoi pas, aller chercher cette Fédérale 1, ce serait quand même quelque chose de très beau, et puis beaucoup de souvenirs aussi. Donc ouais. Étape par étape, ou oui, on peut clairement l'afficher? Étape par étape. Voilà, là on a une reprise qui va être importante, capitale, face à une belle équipe de Rissorangis qui nous a battu au match aller. Donc on sait que ça va pas être simple. Vous parliez de nos amis de Versailles qui nous attendent dans la continuité le week-end d'après. C'était la prochaine question, justement. le derby contre Versailles, qui est 6e du classement de Fédéral 2. Donc ça sera un gros match. Ah oui, je suis persuadé, oui, qu'on sera bien reçu et que ça sera forcément un gros match. En plus, certes, ils ont pris quelques points chez nous à la maison, mais depuis, ils font des bons résultats. On voit qu'ils travaillent bien, on voit que ça progresse aussi chez eux. Voilà, ils ont découvert cette année le niveau, mais bon, je pense qu'ils seront vraiment prêts. Là, je sais qu'ils étaient en stage le week-end dernier, donc voilà. C'est pire un peu. Oui, bien sûr, toujours pareil, par le biais de la vidéo, même à notre niveau, c'est de plus en plus fréquent que les équipes se filment et travaillent avec. Donc effectivement, on arrive toujours à avoir des images. On viendra vous voir à chaque fin de match pour vous demander pour la montée, si je comprends bien. Ça sera la même réponse. Hein. Et un mot très rapide sur le match de ce dimanche, on en a parlé, c'est face à Rissorangis, réception de Rissorangis, qui est 6e au classement, si je dis pas de bêtises. Un mot sur ce match. Tout est prêt pour ce match, ça se prépare. Ils sont 5e, je crois. Ils sont 5e, 6e. Il me semble qu'ils sont un peu au-dessus, ouais. Non, après on sait que ça va être difficile. Voilà, c'est une équipe aussi qui travaille bien. Ils sont montés en même temps que nous, il y a 5 ans, si je ne m'abuse, il y a 6 ans. Donc on est un peu sur le même profil de club et de travail. Voilà, ils ont des ambitions aussi. Et voilà, encore une fois, je vous dis, ce match-là, on sait que c'est le tournant pour pouvoir prétendre après justement à une évolution. Une évolution tout au long de la saison et peut-être une montée. C'est tout le mal que l'on peut vous souhaiter pour cette fin de saison. On va parler, Mickaël, également de rugby féminin. Alors, toujours à plaisir, c'est une entente qui fait de plus en plus parler d'elle. Son nom, c'est Les Panthères. Cette association a été créée il y a un peu moins de 2 ans entre le Plaisir Rugby Club et Vélizy Villacoublay. Justement, vous nous présentez cette équipe, Mickaël.
De la joie sur les visages de ces rugbywoman. Ce dimanche 8 janvier, les Panthères viennent de remporter leur deuxième victoire de la saison face à Courbevoie en régional. Une belle performance pour cette entente yvelinoise entre Plaisir et Vélizy-Villacoublay en rugby à 10. On concrétise du travail qu'on fait depuis maintenant 1 an et demi, parce que c'est depuis l'année dernière, la saison dernière, qu'on a cette entente avec Vélizy. Et là, on est récompensé de tous les efforts qu'on fait à chaque entraînement. Dans le club de Plaisir, on travaille depuis une dizaine d'années sur la section féminine. Ici, le rugby féminin connaît un vrai boom avec une 60aine de licenciés, 3 fois plus en 3 ans. Aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir des filles dans toutes les catégories, des moins de 8, des moins de 10, des moins de 12, des moins de 15. On est le seul club yvelinois à avoir une équipe complète en moins de 15, donc les millimètres. Et nos cadettes, depuis 3 ans, performent énormément sur tous leurs résultats. À terme, la section féminine a pour objectif d'aller vers le haut niveau dans les 3-4 prochaines années, mais l'idée principale est de créer avant tout une identité de club. C'est ça notre force, c'est qu'on a créé une famille, on fait plein de choses ensemble, on essaye de se voir après l'entraînement, de se voir les week-ends, de profiter et du coup on fait des week-ends d'intégration. Donc du coup c'est vraiment cool. Si vous êtes intéressé, la section recrute pour la saison prochaine. Elle espère attirer plus de 25 joueuses en septembre 2023. Oui, Sébastien Roncalli, cette section féminine vit bien. C'est l'une des fiertés du club aussi ? Oui, tout à fait. Oui. C'est une entente notamment avec le collège Apollinaire. Et le travail des 2 profs de sport de ce collège. Alors il y en a un qui est plutôt bien connu et reconnu dans le monde du rugby, puisque c'est Jérémy Rosier, qui est arbitre aujourd'hui en top 14, qui a fait pas mal d'années sur le circuit international sur le Seven. Et Quentin Cubillet, qui est le second prof de sport, qui est licencié chez nous et qui joue sur notre équipe 3 seniors. Ce sont 2 personnes qui sont vraiment engagées sur le projet, qui font un travail formidable sur la section et qui alimentent le club bien sûr en permanence tous les ans. Un gros développement et on espère encore qu'on va avoir de plus gros résultats sur ce sujet. Ouais. Exposition aussi de la Coupe du Monde féminine a joué peut-être aussi sur le nombre de licenciés cette année. On pense aussi à Émilie Boulard qui est très fiers. Woman, qui est originaire des Yvelines, qui a brillé pendant cette Coupe du Monde féminine. Est-ce que ça aide justement à attirer de nouveaux licenciés ? Oui, bien sûr. Les bons résultats des équipes de France font toujours forcément du bien à notre sport, et notamment les féminines qui ont vraiment des très bons résultats, que ce soit sur le 7 ou le 15. Leur performance nous aide bien sûr à attirer les jeunes filles. Oui. Hugo, je crois que vous venez souvent les supporter, les féminines. Dès qu'on n'a pas match, bien évidemment, on va supporter les féminines. Mais au-delà de ça, pour avoir fait plusieurs matchs en allant les regarder, c'est un groupe qui vit bien aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis nous, on accepte aussi en senior masculin, on accepte aussi les féminines. Et puis c'est super sympa parce qu'on fait plein de découvertes aussi. C'est un esprit club ? C'est un esprit club, c'est ça, ouais. Et puis on retrouve pas, il n'y a pas ce Vélizy plaisir, c'est vraiment une grosse famille. Et c'est vraiment sympathique. Ouais. Et c'est quoi l'objectif du coup dans les prochaines années ? Est-ce que le haut niveau, ça peut être jouable pour cette section ? Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs, alors là pour le coup, notre ambition dès le début, parce que même si ça se développe beaucoup, on sait qu'on a une place à aller chercher, parce qu'on est bien structuré, et donc si on continue à travailler, alors déjà par étapes, là aujourd'hui nos filles elles jouent à 10, qui a pu déjà évoluer au rugby à 15, donc encore s'étoffer un peu, et puis après ça peut vite s'ouvrir. Ouais. Merci à vous deux d'être passés en plateau, Sébastien et Hugo. Et votre prochain match pour l'équipe Fagnon de ce rugby club de Plaisir, je le rappelle, ce sera ce dimanche 15 janvier face à Ris-Orangis à domicile. Et on n'oublie pas le 22 janvier aussi contre Versailles. Le derby, pour le retour de ce derby remporté à l'aller. C'était à Plaisir par justement le Plaisir Rugby Club. Juste avant de passer aux autres résultats sportifs du week-end, accueillir notre nouvel invité Nicolas Dainville. Bonsoir. Bonsoir. Maire de La Verrière. Avec vous dans quelques instants, on va parler des grands projets de 2023 à La Verrière, puisque janvier c'est aussi une période traditionnelle de vœux. Vous allez faire les vôtres vendredi, je crois. Vendredi 13, ça porte chance. C'est un moment important. C'est un moment important les vœux pour une commune. Essentiel. Ça permet de faire preuve de pédagogie, ça permet de rencontrer les habitants, ça permet aussi d'avoir un moment de convivialité autour d'un petit pot de l'amitié. Non, c'est un moment essentiel qu'on n'a pas pu vivre, pour moi en tout cas en tant que maire, depuis mon élection avec le confinement et le Covid. Donc là, c'est un moment d'autant plus attendu. On parle de ça dans un instant. Et Nicolas Dainville va sûrement parler de sport aussi dans quelques instants, parce que la ville va accueillir le Paris-Nice. La première étape du Paris-Nice, ce sera le 5 mars prochain. Ce sera effectivement l'un des grands rendez-vous de 2023 pour la commune de La Verrière. On va en parler dans un instant, mais on va continuer de parler des autres sports aussi, Mickaël, avec les résultats sportifs
sportifs du week-end et on jouait notamment sur les terrains de football. Dans le championnat de National 2, Poissy s'est amusé ce week-end à domicile. Les Pissiakais se sont imposés 5-1 face à Chartres devant leurs supporters. Les buteurs Pissiakais, Tchèque Touré, double buteur, Amadou Konaté, Yves Djedje et Yannick Mamilon. Au classement, l'AS Poissy est à la 3e place avec 21 points engrangés en 14 journées disputées. Après les fêtes, on reprenait les matchs sur les parquets de basket. Dans le championnat de National 3, Trappes a perdu ce samedi soir sur le parquet de Saint-Charles-Charenton-Saint-Maurice. Le score 81-75, une défaite qui fait mal aux trappistes. Ils redescendent à la 6e place du championnat. Ils ont actuellement 21 points avec 5 défaites depuis le début du championnat. Massy est premier du championnat à 3 points. Du basket féminin également au programme. Dans le championnat de National 2, les féminines de l'Entente Le Chesnay-Versailles se sont inclinées de justesse sur le score de 65-60 face à Mondeville Basket. Une défaite compliquée sur le plan comptable pour les Yvelinoises. Elles sont actuellement à la 6e place du championnat, loin du leader Villeneuve d'Ascq qui est à 6 points. On parle à présent de cyclisme, pas du Paris-Nice encore, mais les championnats de France sur piste, c'était ce week-end à Roubaix. Elle continue de surfer sur sa très bonne dynamique. Mathilde Gros, qui s'entraîne au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, a remporté 3 maillots tricolores la semaine dernière à Roubaix. Elle a gagné sur le Keirin, la vitesse individuelle, et sur le 500 mètres, une dernière course où elle a dominé Marie-Divine Kouamé, pensionnaire également du Vélodrome. Et Ryan Elal a lui été champion de France en vitesse individuelle devant son partenaire à Sébastien Vigier. Ce dernier remporte le Keirin. Le VCE Sky Team Vousser, l'équipe de Saint-Quentin-en-Yvelines, remporte une médaille de bronze avec Quentin Lafargue sur le kilomètre départ arrêté et sur l'américaine avec Donovan Grondin et Quentin Lafargue en duo. Il remporte une médaille d'argent. Lara, l'Allemand en poursuite par équipe, et elle remporte une médaille d'argent. Bravo à nos Saint-Quentinois. Et un mot de handball pour terminer. On jouait ce week-end dans le championnat de National 2 féminin. Montigny-Bretonneux a réalisé une mauvaise opération classement en s'inclinant à domicile face à Bully-les-Mines. Le résumé du match. Viser une victoire pour bien commencer l'année, c'était le souhait de Montigny-le-Bretonneux qui recevait Bully-les-Mines à l'occasion de la 10e journée de National 2. Après une première période équilibrée entre les deux équipes où les contacts sont présents, ce sont finalement les Illy-Montaigne qui rentrent au vestiaire avec un but d'avance. Le score à la pause, 14-13. Sur la première période, on était plutôt bien, on était très engagés. Il y avait une très bonne défense, il y avait une bonne attaque. Il y a des petites erreurs, notamment sur les changements de timing qu'on ne fait pas forcément, sur les prises d'intervalle qu'on n'a pas forcément dans les bons espaces, sur des lâchers de balles qui ne sont pas aussi précises qu'il faudrait pour pouvoir avoir une continuité dans le jeu. Mais on arrive à peu près à s'en sortir en général sur les premières mi-temps. Au retour des vestiaires, la dynamique n'est pas bonne pour Montigny-le-Bretonneux au complexe sportif Pierre de Coubertin. Les joueuses locales se font dépasser au tableau d'affichage. Elles ne reviendront pas malgré de bonnes séquences. Les Yvelinoises s'inclinent 27-25. On perd encore une fois à domicile. Mais c'est encore une fois sur la deuxième mi-temps, sur nos erreurs. On a 3 fois plus de pertes de balles en deuxième mi-temps qu'en première, comme les matchs qu'on perd en général. Voilà, et puis c'est vrai que depuis un certain temps, on avait la meilleure attaque. Depuis un certain temps, on n'arrive pas à dépasser la barre des 26 buts. Forcément, on est un peu déçus puisqu'on voulait gagner ce premier match avec cette nouvelle année. Mais je pense qu'on va pouvoir se relever assez rapidement de ça. On va travailler à l'entraînement. On prend chaque match comme il vient. Celui-là, on s'est raté. Mais on va revenir vite dès la semaine prochaine justement pour juste nous rebooster déjà. La semaine prochaine, le 14 janvier, les joueuses yvelinoises se déplaceront sur le terrain de Corbie à l'occasion de la 11e journée. Une rencontre où les Illy-Montaigne seront favorites. Montigny-le-Bretonneux occupe actuellement la 4e place du classement et son futur adversaire la 10e. Mais merci Mickaël pour toutes ces précisions. Au programme notamment cette semaine niveau sport, un nouveau rendez-vous de Si on parlait sport spécial Jeux Olympiques, c'est ça ? Oui, on parlera des Jeux Olympiques de 2024 qui arrivent bientôt, c'est bientôt. Et on parlera de golf. On ira du côté du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui va accueillir du coup les épreuves de golf. On aura comme invité à Pascal Grisot, le président de la Fédération française de golf. On aura également Philippe Pilato qui est directeur du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Arnaud Courtier qui s'occupe des Jeux Olympiques au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et on aura également une sportive avec Alexandra Bonetti qui est une joueuse professionnelle de golf. Merci Mickaël, et donc c'est au rendez-vous, c'est à retrouver comme rendez-vous cette semaine. Tout de suite, la suite du 7-8.
Et je le disais tout à l'heure, janvier, c'est la période traditionnelle pour présenter ses vœux. Plusieurs communes d'ailleurs de Saint-Quentin-en-Yvelines, des Yvelines, mais aussi de toute la France, organisent leur cérémonie pour souhaiter une bonne année à leurs habitants. Et tout au long du mois de janvier, TV78 reçoit les maires des communes de Saint-Quentin-en-Yvelines pour parler des grands projets de 2023 dans leur ville. Nicolas Dainville, voilà, vous avez switché de place, vous êtes passé de l'autre côté. Vous inaugurez ce tour d'horizon des maires de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je le rappelle, édile de la commune de La Verrière. Vous êtes également vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et du département des Yvelines. Alors, en ce début d'année, le mot aussi qui revient dans toutes les bouches, c'est celui de la sobriété énergétique. Qu'est-ce qui a été fait dans la ville de La Verrière? Qu'est-ce qui a été fait déjà en 2022? Et qu'est-ce que vous prévoyez de faire justement en 2023 pour aller vers plus d'économies? Écoutez, déjà, un chiffre, c'est vrai que la facture de gaz pour la ville de La Verrière, c'est multiplié par 5. Donc, c'est des coûts qui explosent, qui nous obligent effectivement à des vrais efforts. On a baissé la température dans nos équipements publics. On s'est mis sur les recommandations de l'État. On a également entrepris un remplacement de notre éclairage avec plus de LED. Oui. On a malheureusement à contre-cœur vraiment drastiquement diminué nos illuminations de Noël. On a transformé notre concours d'illumination en concours de décoration. On a lancé des audits énergétiques pour essayer de mieux consommer. Et puis on investit sur l'avenir, notamment avec les quartiers qu'on va essayer de réhabiliter de manière ambitieuse pour qu'il y ait des meilleures isolations, des meilleures consommations, pour que ça soit aux normes environnementales les plus modernes, les plus innovantes. Parce que justement, dans la vidéo de présentation de vos vœux, vous en avez fait une en avant-première, parce que vos vœux officiels, ce sera ce vendredi au Scarabée. Vous avez parlé des habitants, notamment du Bois de l'Étang, qui étaient durement touchés par la hausse des charges. Comment la ville peut les accompagner en allant vers plus de rénovation énergétique, en les accompagnant sur ce sujet? Exactement, ça a été assez terrible pour les habitants du Bois de l'Étang qui ont vu leurs factures parfois multipliées par 3, leurs charges qui ont donc brutalement et massivement augmenté. La ville a accompagné les familles les plus fragilisées avec notre CCAS pour les accompagner à mobiliser les aides auxquelles ils ont le droit, pour les aider pour vraiment ceux qui étaient les plus en précarité, mais effectivement sur le long terme il faut vraiment réhabiliter les logements pour consommer mieux, consommer moins, et donc c'est toute l'ambition de notre projet avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. C'est près de 80 millions d'euros qui vont être investis pour le quartier du Bois de l'Étang, donc c'est sans précédent. Dans ces 80 millions, il y a la nouvelle école, il y a la nouvelle maison de quartier, il y a les voiries. Si on parle de rénovation, de démolition de logements, mais aussi de mise en place de nouveaux services également. Exactement, la démolition de logements, c'est 212 logements démolis et plus de 400 puissamment réhabilités sur les installations électriques, sur les sanitaires, sur les canalisations, sur l'isolation thermique, sur le système de chauffage qui va permettre justement de consommer mieux, sur l'aspect extérieur également pour changer l'image du quartier, pour améliorer l'attractivité. Il y aura même une forme urbaine avec des couronnes sur les toitures pour avoir une vision du quartier au loin qui soit très moderne. L'idée, c'est pas de se dire ces tours ont été réhabilités, c'est qu'on ait l'impression que ce sont des nouvelles tours modernes, casser aussi le côté grand ensemble pour résidentialiser, améliorer le stationnement. Bref, c'est un quartier qui va changer pour améliorer la qualité de vie. Est-ce que les travaux ont déjà démarré? Est-ce que ça va être le cas cette année? Alors là, le diagnostic va progressivement prendre fin. Les travaux vont commencer dans l'année qui vient. C'est des travaux qui s'étalent sur plusieurs années, puisque les travaux donc, par logement sont quand même assez puissants. On parle à peu près de 65 000 € par logement, c'est le ratio. Donc c'est quand même un ratio important, sans précédent comme je le disais. Donc c'est effectivement un des projets essentiels, le projet du siècle, comme j'aime à le dire, pour La Verrière, qui va rentrer dans une phase très concrète là dans quelques mois. Pour le quartier d'Orly Park aussi, les choses bougent en 2023. Exactement, on a terminé nos aménagements extérieurs dont on est assez fiers. Avec l'équipe, on voulait un effet waouh pour vraiment avoir le meilleur en termes d'équipement, avec des aires de jeu, le boulodrome, le street workout, mise à la fois sur le sport et sur des espaces de convivialité. On a des tables de jeux d'échecs par exemple. Voilà, maintenant il y a toute la partie réhabilitation des logements qui se précise avec le bailleur pour essayer aussi d'améliorer certaines difficultés, notamment en termes d'humidité qui se posent encore dans beaucoup de logements. Mais je dirais que sur Orly Park, on a quand même un nouveau souffle, une nouvelle dynamique qui a pu s'enclencher.
On en parlait aussi sur ce plateau il y a quelques semaines. C'est aussi tout le quartier autour de la gare qui va être en mutation. Et les travaux d'aménagement, ça a déjà démarré, qui sont en cours sur le pôle gare. Ça se poursuit aussi dans les années à venir avec le projet de futur écoquartier Gare Bécane. Alors, dès cette année, il y a un nouveau parking qui est en cours de construction, notamment dans cet espace gare, ce pôle gare. Exactement, le nouveau parking va ouvrir là dans quelques semaines. C'est 914 places, pour être précis, avec une autoconsommation, donc des panneaux photovoltaïques qui vont permettre à ce parking de fonctionner de manière autonome. Et ça va surtout permettre de dégager de l'emprise au sol pour avoir un grand parvis piéton et végétalisé qui va améliorer l'accessibilité pour les piétons, avec une rampe d'accès aussi pour les personnes à mobilité réduite qui va être vraiment améliorée. C'est un gros dossier dont la ville ne maîtrise pas l'ensemble des tenants et des aboutissants. C'est nos partenaires qui investissent puissamment. Je pense à Saint-Quentin, je pense au département et à la région. Mais ça va vraiment permettre d'avoir un vrai quartier de la gare, ce qui manquait aujourd'hui, et notamment sur la partie nord, oui. Avec ce fameux parvis et cette offre de commerce qui devrait également être améliorée. Alors, dès cette année aussi, ça fait partie des gros projets, il y a un poste de police municipale qui est mis en place. Exactement, il est déjà ouvert, il va être bientôt inauguré. C'est effectivement une des ambitions de notre équipe d'avoir une police municipale renforcée. Donc on a trois agents, ils ont des vélos, ils ont également des armes non létales, mais des tasers, pour ne pas les citer, qui vont permettre de mener des opérations notamment de sécurité routière en toute sécurité. Et ils sont accompagnés d'une équipe de médiateurs. C'était aussi une des grandes ambitions, on en parlait sur ce plateau pendant la campagne électorale. C'est vrai que l'équipe précédente n'avait pas réussi à avoir les financements de l'État pour avoir les 2 médiateurs auxquels ils auraient pourtant eu le droit. Et là, on a maintenant une équipe de 5 médiateurs, dont 4 sont financés par l'État pour la tranquillité publique, pour arpenter nos rues, parler avec nos jeunes, désamorcer des conflits et veiller à la tranquillité dans la rue. Alors je le cite parce que vous en parlez également dans cette vidéo qui est retrouvée sur le site de la Verrière. Vous parlez aussi du déploiement des tablettes qui va se poursuivre avec des écoliers de primaire qui sont concernés, des projets culturels également qui sont menés avec la Philharmonie de Paris, avec le Centre de musique baroque de Versailles. On parle de Demos, on aura un reportage à voir dans un instant, et également donc le projet Ville Baroque qui est mené. Mais le rendez-vous dont on parlait il y a un instant, Mickaël, qui est toujours avec nous en plateau. Rendez-vous à ne pas manquer, c'est ce Paris-Nice, cette 81e édition du Paris-Nice. La course au soleil s'élancera le 5 mars depuis la Verrière. C'est ça, le 5 mars depuis la Verrière. Alors, si j'ai bien compris, le village départ sera au niveau du parc Philippe Cousteau, c'est bien ça, si je ne me suis pas trompé. Le départ sera devant la mairie. Devant la mairie. C'est un événement mais le historique. village, voilà. Effectivement, sera au parc Philippe Cousteau. C'est un événement historique pour une petite commune comme la nôtre. C'est près de 8 millions de téléspectateurs qui auront les yeux rivés sur la Verrière. Grosse visibilité. Ouais. Donc un coup de projecteur hors norme. C'est une vraie fierté parce que ça va renforcer le sentiment d'appartenance à la ville, ça permet de rayonner, de parler de notre patrimoine, trop souvent méconnu. Je pense notamment à notre beau château, au jardin dessiné par le nôtre, toute l'histoire de ce château incroyable avec le comte de La Valette, qui était l'aide de camp de Bonaparte. Donc ça va vraiment être un événement, je dirais, sans précédent, historique, hors norme. Et on est associé avec le Ménil-Saint-Denis, puisque donc les coureurs s'élancent de la mairie, vont ensuite passer devant la gare, remonter sur l'avenue de Montfort, parcourir le Ménil, les 17 tournants, la vallée de Chevreuse, repasser une seconde fois dans la Verrière et terminer sur la grande avenue du Général Leclerc, au niveau de la rue Henriette, sur la commune du Ménil-Saint-Denis. Pour un sprint. C'est vrai qu'il y aura les meilleurs coureurs de la planète, il y aura le vainqueur du Tour de France. Donc pour ceux qui aiment le vélo, qui aiment, je dirais, ces événements planétaires, c'est un engouement populaire assez extraordinaire. Et on aura effectivement aussi une occasion d'avoir un événement de convivialité avec nos associations. Donc sur ce parc Philippe Cousteau, les associations de nos 2 communes, Ménil-Saint-Denis et La Verrière, qui sont sollicitées. Vous savez à peu près combien il y aura de personnes, de visiteurs sur La Verrière pendant le Paris-Nice ? Alors, une chose est sûre, ça sera un grand bazar en termes de circulation. Mais on va travailler avec le département pour tout ce qui est barriérage, avec Maurice pour organisation pour la partie parcours, également avec Saint-Quentin qui va nous aider sur les parkings, le stationnement.
J'ai pas de chiffres précis à vous communiquer. Ils sont des milliers. Mais plusieurs milliers de personnes. Voilà, moi j'étais allé à Mantes-la-Ville pour le départ de l'année dernière, et c'est vrai que c'était plusieurs milliers de personnes, avec un public très familial, très passionné, qui vient de loin, et avec un sport qui n'a pas encore pris la mauvaise tournure du sport business comme dans le football. C'est-à-dire qu'il y a des échanges possibles avec les joueurs, avec les coureurs, avec les équipes, et c'est ça qui est assez extraordinaire dans le vélo. Très rapidement, un rassemblement aussi qui rassemble justement, c'est le but des rassemblements, les passionnés, celui des Mustangs. Il avait été annulé à cause de la crise carburant. Il aura bien lieu au printemps, finalement. Il a été déplacé. Oui, on va le déplacer au mois de juin. C'est un d'accord. événement qui permet à la ville de rayonner sur une thématique atypique. On veut être la capitale francilienne de la Mustang. C'est un événement de passionnés. C'est pas du tout des voitures bling bling comme d'autres marques qu'on ne citera pas. C'est au contraire des voitures qui symbolisent la liberté, qui sont mythiques, avec des passionnés qui ont envie de partager cette passion et qui permettent de récolter de l'argent pour les associations. C'est les Restos du Cœur la dernière fois. Il y aura d'autres associations qui seront sélectionnées pour ce week-end de juin où l'événement sera organisé. Et pour terminer cet entretien, l'interview express. Le principe, Nicolas David, je vais vous poser 5 questions. Nous poserons les mêmes à tous les maires qui viendront sur notre plateau en janvier. Une exigence, des réponses courtes. Certaines nécessitent un oui ou un non, un pour ou contre. Donc ça, c'est très facile. Ou les autres, pour celles qui demandent un peu plus d'explications, je vais vous demander de répondre en 20 secondes maximum. Alors la première question, est-ce qu'en 2023, vous augmenterez les impôts locaux dans votre commune ? Réponse non, c'est pas du tout prévu, même si je dois quand même souligner une grande incertitude budgétaire. Puisque la ville de La Verrière, je le rappelle souvent, c'est 72% de logements sociaux, donc on est une ville dépendante de tous nos partenaires. Et les dotations de l'État et de nos partenaires ont tendance plutôt à fondre comme neige au soleil, donc pas d'augmentation d'impôts prévue, mais une grande rigueur sur les services et sur les fonctionnements, mais c'est l'incertitude pour les autres années, en tout cas pour cette année, aucune augmentation d'impôt de prévu. Alors côté circulation, certaines communes ont fait le choix de limiter leur vitesse dans la commune à 30 km/h. Est-ce que vous êtes pour ou contre une telle mesure ? Je trouve ça très intéressant. Pour la commune de La Verrière, la décision n'est pas prise. On a des réflexions qui sont menées sur le stationnement, avec des zones bleues, notamment pour certains parkings, sur la circulation, notamment sur les pistes cyclables, où avec l'agglo, il faut qu'on se positionne là très vite pour voir les rues qui vont pouvoir accueillir des pistes. Pour l'instant, pas de décision prise sur les 30 km/h. Mais en tout cas, une incitation avec la police municipale vraiment à réduire drastiquement la vitesse sur nos routes. Pour ou contre l'obligation du bio dans les cantines ? Pour une incitation, ça c'est dans le cadre de notre nouveau marché. Pas d'obligation. Pas d'obligation, en tout cas avec notre prestataire, on va vraiment répondre à l'exigence de l'État. Après, qui dit bio dit coût supérieur. Donc voilà, il faut qu'on soit toujours dans l'équilibre entre un coût supportable pour la mairie, pour les familles. On a des familles qui n'ont pas toujours les finances illimitées, et une exigence de qualité, le bio, mais aussi les circuits courts. Et ça va être toute l'ambition pour le projet Gare Bécane, d'améliorer notamment les circuits courts sur les terrains qui seront exploités par une agriculture de proximité. On a vu malheureusement dans les derniers mois des maires qui ont été victimes des élus d'agressions ou de menaces. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous avez déjà eu peur physiquement ? La réponse est oui. Je crois que le chiffre, c'est 1300 agressions sur les élus en 2019 ou 2020. Et je crois que c'est quasiment 3 fois plus que l'année précédente. Oui, moi, ça m'est arrivé, effectivement, d'être confronté à des situations, moi et d'autres élus, d'hostilité, de violence. Ma voiture, notamment, s'était faite caillasser. Mais je souligne, globalement, malgré ces comportements assez minoritaire, quand même un respect de la fonction du maire, et une relation qui est quand même extraordinaire que je vis avec les habitants, relation pleine d'émotions, un mariage in extremis que j'ai célébré à la MGN, qui me marquera à tout jamais. Les mariages que vous célébrez en tenue les mariages que je historique. termine, que je célèbre en tenue officielle, donc c'est un mandat extraordinaire de bonheur à partager avec les habitants. Dernière question très rapidement, est-ce que vous êtes un maire heureux ? La réponse est oui. Heureux pourquoi ? Parce que j'ai une équipe qui me supporte dans tous les sens du terme, parce que j'ai des habitants qui me font confiance,
Le maire, c'est, je dis souvent, le premier recours quand on a un problème ou quand on a un projet, et le dernier recours quand on a un problème. On est la relation de ceux qui n'en ont pas, et ça donne, c'est une vraie exigence, et c'est un vrai bonheur d'essayer autant que faire se peut d'aider concrètement les gens qui en ont besoin. Et ça, il n'y a pas de plus beau bonheur que d'essayer d'aider les autres. Merci Nicolas Dainville, maire de la commune de La Verrière. Très bonne année 2023 dans votre commune. Merci beaucoup. Rendre la musique accessible à tous, voilà l'objectif de la Philharmonie de Paris avec le dispositif Demos qui, on l'a dit, se développera également du côté de la commune de La Verrière. Dans ce cadre, une centaine d'enfants de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ont reçu leur propre instrument de musique pour pouvoir s'entraîner pendant 3 ans. On regarde tout de suite le reportage de Julien Leroy et de Mathilde Franco. Samedi dernier, une centaine d'enfants de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Chanteloup-les-Vignes ont reçu leur propre instrument de musique sur la scène nationale du théâtre de Sky. C'est dans le cadre du projet Demos, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale mis en place par la Philharmonie de Paris. C'est à la fois une fierté mais aussi une joie de voir le bonheur de ces enfants qui vont pouvoir maintenant rentrer dans l'apprentissage de la musique en orchestre. Franchement, ça me rend heureuse parce que je sais que je continuerai à faire du violoncelle ou autre chanson, donc ça me rend heureuse. Alors, moi je suis pressée parce que, en fait, quand on m'a dit qu'on avait reçu les instruments, ça m'a fait un choc et c'était hyper bien parce que je me sentais déjà musicienne. Alors, ça va être cool. Instruments à vent, à cordes ou cuivre, les enfants vont suivre pendant 3 ans des ateliers hebdomadaires, le tout encadré par 2 musiciens professionnels et un référent de la structure sociale partenaire. On lutte aussi contre tous les a priori qui consisteraient à penser que la musique classique serait réservée à une élite. Et vraiment la spécificité de Demos, c'est d'apporter la musique classique dans les quartiers populaires et vraiment au sein de ces quartiers, dans les structures sociales. 50% des enfants choisissent de poursuivre la musique. Donc on met en place des partenariats avec les écoles de musique locales pour créer des passerelles et pour que les enfants puissent intégrer les apprentissages de ces conservatoires à l'issue de Demos. Nouveauté cette année, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines devient opérateur du dispositif Demos. Un grand concert public viendra clôturer la saison et les enfants auront également l'opportunité de monter sur la grande scène de la Philharmonie de Paris, de quoi les motiver. La clé de la réussite, pratiquer un peu tous les jours. Et 2 invités m'ont rejoint en plateau. Hervé Farge, bonsoir. Bonsoir. Président de l'APMSQ, c'est l'association pour la promotion de la musique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Également avec nous, Gabriela Boda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice musicale de la maîtrise de Trappes. On va parler avec vous du prochain concert des solistes de la Ville-Dieu, qui sera dirigé donc par Marianne Piketty avec 6 jeunes solistes. C'est samedi prochain à 18h à l'auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Trappes. Je voulais juste vous faire réagir sur le sujet que l'on vient de voir, Demos qui donne accès justement à la musique à des jeunes de quartier, leur permettre la pratique d'un instrument. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative? Et on va parler aussi de vos missions aussi directement tout à l'heure, parce qu'elles sont aussi directement liées. Pardon? Oui. Donc vous pouvez dire un mot tous les deux, Gabriela Boda, peut-être. Voilà. Donc, moi je trouve que c'est formidable et tous les moyens sont bons et on leur offre un instrument, essayer un instrument, rentrer dans l'art en touchant, en jouant un instrument, c'est très bien. Parce que l'enfant se rencontre avec du son, avec les collègues qui jouent ensemble. Enfin, je parlerai aussi de l'intérêt de chant choral. Ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Hervé Farge? Alors moi, Gabriela m'a un peu convaincu que le chant était quelque chose de fondamental, oui, et qui était presque, d'ailleurs dans certains pays de l'Est, il est privilégié et en fait il conduit à l'instrument. Donc je serais personnellement un tout petit peu plus réservé dans la mesure où je pense que il est très intéressant de commencer par le chant et ensuite de passer à l'instrument qui en fait demande en plus une technicité, oui, mais c'est très très bien. On va parler justement des missions de l'APMSQ, mais je le disais, votre prochain concert, le prochain concert des solistes de la Ville-Dieu, ce sera donc samedi prochain. On va peut-être voir l'animation se réafficher à nouveau. La voilà, la voici. C'est donc à 18h à l'auditorium du Conservatoire de musique et de danse
de Trappes. Avant de parler justement des missions que vous menez depuis 20 ans, un mot sur cette programmation. Au programme, donc Romantisme et Crépuscule avec Brahms et Strauss. Hervé Farge. Tout à fait. Alors en fait, si vous voulez, ce programme est très intéressant parce qu'il est orienté sur la pleine période du romantisme, donc avec la complicité de Brahms et de Strauss. Le romantisme, en fait, a été développé dans ce projet par par Marianne Piketty. Oui, le choix a été fait. Et en fait, c'est donc la période Brahms, c'est la pleine période du romantisme. Et donc, ça va être un septuor qui va être assez somptueux avec Marianne Piketty et 6 jeunes solistes, puisque on pousse en fait les jeunes dans la progression, dans la carrière. Donc, nos jeunes sont des gens qui sont en fin de CNSM ou en début de carrière, et on les privilégie, on leur donne le pied à l'étrier, si vous voulez. Et ensuite, Strauss, Richard Strauss, les Métamorphoses, là, c'est une période très cruelle, puisque ça se passe en 1943, et en fait, c'est vraiment un symbole de l'horreur de ce qui s'est passé dans le régime nazi, et ça, c'est en fait, ça montre un peu le passage du romantisme à une période très très difficile, avant que... Mais musicalement magnifique. Et c'est d'ailleurs inspiré du bombardement de Munich en 1943 qui avait détruit l'opéra. Voilà, c'est ça. Exactement, tout à fait. Alors on va parler aussi de ces solistes. Comment est né justement ces solistes de la Ville-Dieu quelles sont aussi leurs missions? Parce qu'il y a toujours aussi cette volonté de mêler musique classique avec tout ce qu'elle peut avoir d'exigeant et la formation, l'éducation aussi des jeunes, notamment des quartiers. Tout à fait. Alors en fait, si vous voulez, ça s'est fait quand on a démarré, c'était en 2003, on a démarré en fait ce projet de promotion de la musique classique et en fait de faire, alors c'est une idée très forte pour nous, c'est de faire du lien social par la musique classique. Ça, la volonté de départ, c'était le lien social? C'est le lien social. C'est-à-dire que en fait, on voit que les quartiers, il est difficile d'avoir de la mixité dans les quartiers, il est difficile d'avoir de la mixité dans les écoles, et nous, on a tenu à créer une mixité. Alors, on a eu effectivement les solistes de la Ville-Dieu, c'est-à-dire que Marianne Piketty a été notre conseillère artistique dès le début, et on s'est dit il faut déjà donner des concerts de très haut niveau, de très grande qualité, parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui connaissaient peu la musique classique ressentaient paradoxalement plus vite quand c'était de très haut niveau que quand ça ne l'était pas. Et ça nous a vraiment bluffé. Et donc, elle a eu l'idée, comme elle avait à l'époque une quarantaine d'années, et 20 ans avant, ils étaient sortis parmi les meilleurs des conservatoires, les CNSM. Elle avait des camarades qui étaient en plein boom de leur carrière, comme Xavier Phillips, qui a joué avec Rostropovitch, comme Éric Lesage, qui est un immense pianiste, et ils se disaient, maintenant, avec le niveau qu'on a, on aimerait bien, ce serait formidable si on faisait de la musique de chambre, puisque la musique de chambre est très exigeante, et Marianne leur a dit, chiche, mais à une condition, on le fait à Trappes. Et là, ça a été l'idée de créer en plus un nouveau public et de le créer à Trappes et la Verrière, puisqu'en fait, on a démarré à Trappes et la Verrière. Et on parle de 20 ans d'histoire. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché, à votre avis? Alors, ce qui fait que ça a marché, ça a été d'abord, effectivement, ces concerts. Au début, ça s'appelle les Solistes de la Ville-Dieu, puisque ça a été donné dans la chapelle de la commanderie des Templiers, qui, à l'époque, appartenait à l'établissement public d'aménagement. Et la PMSQ en avait l'usage. Donc, on a donné les premiers concerts là, et comme on peut traverser le pont et de l'autre côté c'est le bois de l'étang, eh bien on a invité les élèves du bois de l'étang à traverser le pont et à venir écouter les concerts de musique de chambre. Et le premier concert a été inouï, puisque Marianne, elle a eu un succès fou, et les enfants tendaient leurs chaussures pour avoir des autographes sur les chaussures. Donc si vous voyez, ça a été le premier démarrage. Donc les Solistes de la Ville-Dieu, c'est vraiment donner une image de qualité, pour ne pas dévaluer le côté bonnes œuvres ou autres. C'est au contraire une très forte exigence de qualité. Et puis ensuite, on s'est dit, notre vocation, c'est de faire de la promotion de la musique, et donc auprès de tous les publics. C'est facile de faire de promouvoir de la musique auprès de mélomanes, mais nous, on a voulu en fait atteindre toutes les populations, d'où l'idée
qui avait été initié par notre chef d'orchestre de l'époque, Pierre-Michel Durand, à Lille, c'est au lieu de mettre les enfants dans la salle et puis de mettre des musiciens sur scène, c'est de mettre les enfants sur scène. Et le choix, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est de le faire par le chant, puisque c'est notamment des gens qui ont peu de moyens. Et cette rencontre nous a permis, si vous voulez, de pousser sur la notion du chant. Avec Donc, aussi des personnes qui rejoignent cette aventure, et Gabriela Boda en fait partie, justement. Absolument. Parce qu'elle a rejoint l'aventure, vous l'avez rejointe en 2011 pour diriger la maîtrise de trappe. Alors, je rappelle juste que vous avez une formation classique, vous êtes d'origine hongroise. Votre père était pasteur et votre mère pédiatre. Elle jouait de l'orgue à l'église. C'est comme ça que c'est rentré dans votre vie, la musique ? Oui, dès l'enfance. Donc, ma mère jouait, on était à l'orgue à côté d'elle, puis on jouait ensemble, on jouait du jazz, on était à l'école de musique. À l'école, on apprend la musique pendant 8 ans obligatoirement à l'école primaire, au lycée, donc c'était normal, c'était naturel qu'on chante, qu'on joue. Donc la musique qui a accompagné toute votre vie. Alors justement, avec cette expérience, comment on s'adresse à des publics jeunes, des jeunes du CP au CM2 pour les intéresser justement à la musique ? Comment on le fait ? Comment vous le faites ? Je sais pas. Naturel, avec les jeux, avec ce qui leur convient, pédagogiquement, très structuré. Alors, mais chaque étape, chaque âge a des chansons, des exercices pour leur apprendre leurs racines linguistiques, musicaux et puis évoluer leur petite personnalité aussi à travers le chant. Juste avant de vous redonner la parole, on va juste peut-être voir un petit extrait d'un concert qui a été donné vendredi dernier à Trappes, justement, avec des enfants de la maîtrise. Regardez. Tout à fait. Hervé Farge, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Allez-y. Oui. Alors en fait, si vous voulez, pour rebondir aussi sur la question de comment faire découvrir la musique, comment les intéresser, eh bien ça a été cette idée des opéras des enfants en scène. C'est-à-dire qu'on a organisé, donc dès 2003, on prend une classe entière volontaire avec l'enseignante volontaire et toutes les semaines, on a une chef de chœur qui vient les faire travailler avec des méthodes notamment la méthode que Gabriela a utilisée puisqu'elle a fait beaucoup d'interventions dans ces écoles, donc dans des méthodes très genre un peu Montessori dans l'école elle-même, c'est-à-dire faire du jeu, du plaisir, des notes par des gestes, des choses comme ça. Et alors c'est la méthode Kodai dont tu pourras parler un petit peu. Et comme c'est une classe entière, il n'y a plus ceux qui le font et ceux qui ne le font pas. Les enseignants, du coup, sont très contents parce qu'ils découvrent en même temps le chant. Et petit à petit, ça prend. Alors, je ne vous cache pas que la toute première année, mais là, il nous faudrait des heures, la première année, ça a été de la folie parce qu'on a accueilli, il y avait 400 personnes sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines et la salle était pleine à craquer. Et à la fin du spectacle, on n'a eu aucun applaudissement parce qu'on n'a eu que des cris, des tapements, des sifflements et tout. Et c'est parce que les gens n'avaient jamais été dans une salle de spectacle et ne savaient pas qu'on applaudissait dans une salle de spectacle. Et maintenant, année après année, puisque là, on va fêter la 20e édition. Vous voyez une évolution. Eh bien, il y a une évolution, mais qui est étonnante parce que maintenant vous avez un silence, vous avez, comme on dit, on n'applaudit plus entre les mouvements, etc. Et on a maintenant des personnes de 20 ans qui nous disent moi j'ai chanté à la théâtre de Saint-Quentin et j'ai eu mes petits frères, avec beaucoup de belles histoires, on l'a compris. Alors il y a un nom forcément qui doit tout de suite parler à nos téléspectateurs, qui quand on parle aussi de la maîtrise de trappe, c'est celui de Nour, gagnante de The Voice. Elle a été en 6e lorsqu'elle était en 6e, lorsqu'elle est entrée au sein de la maîtrise, et elle le dit, Gabriela Boda, ça a tout de suite matché entre vous. Oui, c'est pas avec moi, c'est la musique. C'est la musique. C'est la musique qui nous rapproche, qui nous unit, qui nous élève, qui apporte tellement à ses enfants. Et il y a certains qui découvrent une vraie vocation, comme Nour, qui avait envie d'aller plus loin. Vous avez vu tout de suite son talent ? Elle chantait très bien.
Elle chantait, elle s'impliquait beaucoup, ça lui plaisait beaucoup. Et puis derrière, elle avait l'idée qu'elle voudrait continuer peut-être par une autre voix, donc la voix chanter toute seule, d'autres styles, la variété, et pourquoi pas. Et voilà, tenace, c'était son rêve, et ben voilà. Donc elle a accompli son rêve, mais elle est restée, et ça c'est bien, fidèle aussi à cette formation. Elle a appris le chant, elle était vendredi dernier justement avec vous pour le concert que vous avez donné. On écoute également un extrait de son intervention. Premier amour, au premier baiser, je suis ensorcelée. Premier amour, je t'aime et pourtant en un bout de vent. Premier amour, déjà terminé, me laisse le cœur brisé. Je dois t'oublier. Est-ce que aujourd'hui encore vous lui donnez des conseils, Gabriela Boda? Est-ce qu'elle vient vous voir? Non, elle est dans les très bonnes mains. Est-ce que ça Moi, arrive? j'ai fait la pépinière. Oui, et ça lui arrive de venir vous voir peut-être? Ben, elle est venue quand elle s'est présentée pour le Voice Kids. On a travaillé un petit peu. Et voilà, elle a pris ses ailes. Voilà. Et je voulais dire que nous avons été très émus parce qu'elle aurait pu avoir, comme on dit vulgairement, la grosse tête, alors qu'elle a eu une reconnaissance de toute la période qu'elle a vécue avec la maîtrise et vis-à-vis de Gabriela, et elle l'a fait au moment de ce concert, et elle a même accepté de chanter avec les enfants de la maîtrise, et je crois que c'était un très bel exemple, et c'était très très émouvant. Et on est encore dans l'échange, ce qui est porté, on l'a compris, par la PMSQ. Merci Hervé Farge, merci Gabriela Boda, je rappelle président de la PMSQ pour Hervé Farge et directrice musicale de la maîtrise de trappe pour Gabriela Boda. Et donc ce prochain concert des solistes de la Ville-Dieu, ce sera samedi prochain à 18h à l'auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Trappes. Toutes les infos sur le site internet qui s'est affiché dans cette animation. Il reste des places, Hervé Farge? Oui, alors il reste des places, il n'y a pas de problème. Et puis donc ce sont de jeunes musiciens et c'est très enthousiasmant. Et en plus, à la fin du concert, il y a une proximité dans cette salle, donc un grand plaisir. Et après, on parle avec les musiciens, avec Marianne, avec les jeunes musiciens, et c'est un très très grand plaisir, que ce soit pour les mélomanes ou pour ceux qui découvrent et progressent dans la musique. Gabriela Boda. Et moi, j'attends aussi les enfants qui ont envie de chanter. Bien sûr. Même au milieu de l'année, on commence un nouveau programme avec des concerts des airs de Don Giovanni au mois d'avril et d'Ogora, le grand spectacle, sur la scène Saint-Quentin. Donc, ceux qui ont envie de venir, venez, on chante ensemble, ça fait plaisir. Et puis, on développe la personnalité, la voix, musicalité. C'est donc le génial message d'être ensemble. est passé, le site internet, on le donne, www.musique-sqy.org. C'est bien ça? Tout à fait. Pour pouvoir trouver tous les contacts et vous joindre. Merci encore une nouvelle fois d'avoir été avec nous. Et avant de se quitter, on va jeter un dernier coup d'œil à la météo de demain. Et de la grisaille et de la pluie au programme de la journée de mardi. Le matin, il fera 6 degrés dans la moitié nord du département, 5 degrés du côté de Rambouillet. De la pluie également dans l'après-midi. Côté température, comptez 9 degrés à Houdan et Mantes-la-Jolie, 8 degrés à Versailles et Rambouillet. Ce mardi 10 janvier, ce sera la Saint-Guillaume. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.